Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Alors, on va commencer. Je m'appelle Mathieu Gervais, je suis conseiller scientifique spécialisé dans l'équipe Habitudes de vie, municipalité en santé, à la direction du développement des individus et des communautés. Je suis responsable de préparer les webinaires en collaboration avec ma collègue Abigail. Actuellement, vos micros, vos caméras sont fermés par défaut. Alors, pour les questions, vous pouvez soit poser vos questions dans le chat à la fin de la présentation, ou vous allez voir pendant la période de questions, vous pouvez lever la main à l'aide de la petite icône en bas de votre écran, et puis c'est Abigail qui va vous donner tour à tour le droit de parole. Alors, la présentation va être d'une durée d'à peu près 25 minutes et ça va être suivi d'une période de questions de 35 minutes. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos deux panélistes. Alors, Gabrielle Durand détient une maîtrise en nutrition à l'Université de Montréal depuis 2019. Elle est nutritionniste et conseillère scientifique à l'INSPQ depuis 2016. Elle s'intéresse à la saine alimentation, ses impacts sur la santé, ainsi qu'aux mesures populationnelles reconnues pour améliorer la qualité de l'alimentation des Québécois et des Québécoises. Ses travaux à l'INSPQ touchent notamment des thématiques telles que les boissons sucrées, les aliments transformés, le sodium, les sucres libres, le prix et les cibles de reformulation des aliments. Elle a également développé une expertise dans l'exploitation des bases de données qui concernent les achats alimentaires. Marie-Claude Paquette travaille à l'INSPQ depuis 2005 au sein d'une équipe multidisciplinaire qui se penche sur la promotion des saines habitudes de vie, la prévention des problèmes reliés au poids. Son expertise, ses travaux de recherche principalement dans les domaines des politiques publiques en lien avec la surconsommation de sucre, la caractérisation de l'environnement alimentaire et des normes sociales à l'alimentation. Elle est nutritionniste de formation, détient un doctorat en nutrition communautaire de la Cornell University et un postdoc en promotion de la santé de l'Université d'Alberta. Finalement, elle est professeure associée au département de nutrition de Montréal, de l'Université de Montréal. Alors, je vous laisse la parole. Merci, Mathieu Joël. C'est Gabrielle Durand. C'est pas grave. OK, merci, Gabrielle. Donc, bonjour, Gabrielle et moi, c'est avec plaisir qu'on va vous présenter les résultats d'une synthèse des connaissances sur les liens entre l'environnement alimentaire, communautaire et l'alimentation qui a été publiée le 1er novembre dernier, sur lequel on travaille depuis déjà quelques années. Tu peux changer la diapo. Donc, notre accès à des aliments près de chez nous, dans notre quartier, influence ce que nous mangeons, puis c'est logique. Alors, c'était un peu la base de cette recension des écrits-là qui essayait de voir s'il y avait des évidences scientifiques qui soutenaient là, cette proposition-là. Prochaine diapo. Donc, ce qui influence notre alimentation, bien, ce sont des déterminants individuels, mais aussi des déterminants collectifs. Alors, les caractéristiques individuelles telles que le revenu, la préférence pour certains aliments, les connaissances influencent les choix alimentaires qu'on fait. Mais on ne peut pas, pour que les aliments soient consommés, pour qu'on puisse faire ces choix alimentaires-là, bien évidemment, ils doivent être disponibles dans notre environnement. Donc, les caractéristiques de l'environnement dans lequel on vit aussi, l'absence d'un supermarché, la présence de fast-food à proximité du domicile, la disponibilité des aliments en magasin ou leur prix ou leur fraîcheur sont d'autres éléments qui influencent aussi notre alimentation. Tu peux changer la diapo, Gabrielle? Donc, dans ce travail-là, on est parti avec deux hypothèses. Notre première hypothèse, c'était que un environnement alimentaire de bonne qualité influencerait positivement l'alimentation. Et puis, qu'en milieu défavorisé et pour les ménages avec des ressources limitées, l'influence de l'environnement alimentaire est plus importante. Donc, on peut penser que si on n'a pas de transport, si on a peu de temps parce qu'on a deux jobs, si on n'a pas beaucoup de revenus, bien évidemment, on va être plus affecter l'environnement alimentaire qui nous entoure, va plus influencer nos choix alimentaires parce qu'on ne pourra pas aller plus loin, on n'aura pas le temps de faire des choix sains qu'on voudrait faire. Donc ça, c'était une de nos hypothèses aussi. OK, Gabrielle. Donc, cette figure-ci, dans le fond, montre le cadre simplifié des liens entre l'environnement alimentaire et l'alimentation et la santé. Donc,
est-ce que tu es capable de mettre un curseur, Gabriel, sur l'individu? OK, c'est bon. Donc, on va commencer avec l'individu. Donc, l'individu est au centre du cercle alors lui, il est influencé, comme je le dis depuis tantôt, par l'environnement alimentaire communautaire. Puis, vous voyez qu'il y a comme deux cercles d'environnement alimentaire communautaire. Celui qui est en noir, c'est vraiment ce qu'on pourrait considérer comme l'environnement alimentaire communautaire objectif, qu'on mesurait objectivement avec des indicateurs dont on va parler tantôt. Mais il y a aussi celui qui est en pointillé, en orange, qui est la perception de l'environnement alimentaire. Donc, notre environnement alimentaire mesuré de façon objective et notre perception de l'environnement alimentaire influence la fréquentation de commerces alimentaires, le choix des commerces puis la fréquence, le nombre de fois qu'on va les visiter, ce qui influence notre qualité nutritionnelle, ce qui influence la qualité nutritionnelle des aliments consommés, puis qui ont éventuellement un impact sur le poids corporel et les maladies chroniques. Donc, puis l'environnement alimentaire communautaire, qui est le carré bleu qui est en haut, bien, dans le fond, c'est ce dont on parle quand on parle d'environnement alimentaire communautaire. Bien, on parle de la présence, du nombre, de la localisation, puis du type de commerce alimentaire, de l'accessibilité physique, donc de la distance notamment à ces commerces-là, puis la commodité. Donc, ici, on parle des heures d'ouverture, est-ce qu'il y a du stationnement, bon, est-ce qu'il y a de transport en commun pour s'y rendre et faciliter ce genre d'éléments-là. Donc, je pense qu'on va passer à la prochaine diapo. Donc, comme je le disais tantôt, la définition de l'environnement alimentaire communautaire, on a essayé de mettre ça plus clair, la définition. Ça correspond, comme je le disais, aux caractéristiques des lieux où on peut se procurer des aliments, le type de commerce, donc est-ce que c'est un supermarché, une épicerie, une petite épicerie, un dépanneur, une coop, ou des restaurants aussi, ça peut être des endroits où il y a du prêt-à-manger, leur localisation, leur nombre dans un secteur donné, la distance à parcourir par la personne pour s'y rendre. Puis ça peut être la distance souvent à partir du domicile, mais ça peut être aussi des distances par rapport au lieu de travail. OK, la prochaine. Donc, notre recension des écrits, dans le fond, notre synthèse de connaissances avait pour objectif de documenter les connaissances sur les liens entre l'environnement alimentaire communautaire, comme Marc-Claude l'a présenté, et l'alimentation, et aussi d'identifier les méthodes qui sont les plus prometteuses pour étudier les caractéristiques de l'environnement alimentaire communautaire. Le but de tout ça, c'était vraiment d'outiller les professionnels de santé publique pour d'avoir qu'il y ait des repères, dans le fond, pour rendre l'environnement alimentaire plus favorable dans leur territoire de travail. Pour ce faire, dans le fond, on a utilisé la revue des revues. Dans le fond, c'est une synthèse des données qui sont disponibles dans des recensions des écrits ou des revues systématiques. Pour être incluse dans notre synthèse, les revues devaient traiter des liens entre l'environnement alimentaire communautaire et l'alimentation, comme on l'a dit depuis le début, mais aussi pouvaient étudier les méthodes employées pour caractériser et traiter des liens de l'environnement alimentaire communautaire et l'alimentation. On a fait une recherche documentaire qui nous a permis d'identifier 14 recensions qui étaient pertinentes et qu'on a incluses dans notre travail. Donc, qu'est-ce que ces recensions-là nous ont permis de découvrir? D'abord, si on revient à notre cadre conceptuel, on a voulu regarder les outils, la moyenne d'étudier l'environnement alimentaire communautaire, puis la mesure de l'alimentation. Donc, on a regardé les outils qui étaient utilisés dans les études, les variables utilisées, puis les indicateurs utilisés. Pour étudier l'environnement alimentaire, on a identifié 3 outils dans les études et les recensions. Le premier étant les systèmes d'information géographique, le deuxième, les inventaires des magasins sur un territoire donné, et finalement, le troisième, c'était des questionnaires de perception de l'environnement alimentaire. Le premier, les systèmes d'information géographique, c'était vraiment l'outil qui était le plus fréquemment utilisé dans les études. Puis ça consiste à utiliser une base de données, de données géographiques là, qui localisent des commerces qui d'habitude ont été créés pour des fins gouvernementales ou commerciales. Par exemple, il y a la base de données du MAPAC qui répertorie les commerces qui ont demandé des permis de vente. Donc, ça nous permet vraiment de faire une cartographie des lieux de vente d'aliments, donc des commerces alimentaires. Le deuxième, l'inventaire de magasins, c'est vraiment fait par des professionnels qui ont été formés, qui vont se promener dans le quartier ou dans le territoire à étudier pour identifier la présence de commerces, de les géolocaliser dans une carte, puis aussi de regarder les caractéristiques de l'environnement autour des magasins.
Le troisième, c'est plus, c'est vraiment, comme Marc-Claude en a parlé, la perception de notre environnement alimentaire est importante aussi, puis on pense que ça a une influence sur l'alimentation puis la fréquentation des commerces. Donc, il y a aussi le moyen de questionner des participants pour savoir c'est quoi leur perception de leur environnement alimentaire, puis à ce moment-là, ça va être une mesure qui est subjective. Donc, parmi les indicateurs qu'on a regardés, on a trouvé dans le fond pour l'environnement alimentaire, il y était de deux types, soit des indicateurs de disponibilité ou des indicateurs d'accessibilité. Pour les indicateurs de disponibilité, c'est vraiment la notion de présence, de densité, de variété ou de diversité de commerce dans un lieu donné. Ça, c'est des mesures qui sont objectives. Du côté des mesures subjectives, on peut aussi demander aux participants, dans les études, dans le fond, c'est quoi la disponibilité ou la densité perçue dans leur quartier, par exemple. L'image de droite présente un bel exemple d'indicateur de disponibilité, plus précisément, par exemple, de nombre et de présence. Au centre, on a le point rouge qui représente une école, puis la zone en gris foncé, ça représente les pourtours de l'école. Donc, on peut voir en jaune et en bleu qu'il y a la présence d'un dépanneur et d'un restaurant minute dans un quartier, dans un territoire donné. Pour les indicateurs de disponibilité, ça représente vraiment les notions de distance ou de temps pour se rendre à un commerce. Souvent, c'est entre la maison et le commerce le plus proche. C'est souvent exprimé en kilomètres à parcourir ou en minutes pour se rendre. Il y a le pendant aussi qui est subjectif. On peut demander aux participants, selon lui, c'est quoi la distance qu'il doit faire pour se procurer des aliments ou le temps qu'il doit pour se rendre au commerce. L'exemple de la carte est vraiment intéressant. C'est une cartographie de la distance entre le lieu de résidence et le commerce le plus proche. La légende, elle nous indique qu'en jaune, c'est des faibles distances qui doivent être parcourues, donc ont un accès plus grand, plus proche, tandis que le rouge foncé, c'est des distances plus longues à parcourir. Du côté de la mesure de l'alimentation, qu'est-ce qu'on a trouvé? D'abord, les outils pour mesurer l'alimentation, les plus fréquents, c'était des questionnaires de fréquence. Donc, on va demander aux participants, est-ce que tu manges telle sorte de fruits et légumes à toutes les semaines, à tous les mois, combien de fois par année, par exemple? Il y a aussi des questionnaires brefs qui étaient utilisés où là, c'était 1 à 3 questions seulement qui étaient posées sur l'alimentation pour essayer d'établir un lien entre cette valeur de l'alimentation-là et l'environnement alimentaire. Puis, dans les études, il y a beaucoup de variables sur l'alimentation qui ont été regardées. On les a recatégorisées en 4 classes, 4 catégories. La première étant les variables alimentaires associées à l'alimentation saine. La deuxième, les variables alimentaires associées à une alimentation malsaine. Le troisième, les apports alimentaires spécifiques et finalement la qualité globale de l'alimentation. Dans la première catégorie associée à l'alimentation saine, la majorité des études ont indiqué qu'ils avaient étudié la consommation de fruits et légumes. Donc, il y a vraiment un consensus de l'importance de regarder les liens entre l'environnement alimentaire, ses caractéristiques, puis la consommation de fruits et légumes d'une population. Il y avait aussi d'autres paramètres comme la consommation de grains entiers ou de produits laitiers qui ont été un petit peu regardés, mais vraiment pas très souvent dans les études. Pour les variables sur l'alimentation, associées à l'alimentation malsaine, il y avait beaucoup de variables, c'était très hétérogène, il y avait vraiment une panoplie de variables qui étaient utilisées, comme la consommation de boissons sucrées, de grignotines, d'apports en gras ou tout simplement d'aliments sucrés. Mais il n'y avait pas de consensus sur vraiment quelles variables spécifiques on devrait regarder. Il y a peu d'études qui ont regardé des apports alimentaires spécifiques lorsque c'était le cas, c'était des apports caloriques ou des apports en gras. Puis finalement, pour la qualité globale de l'alimentation, ça c'est intéressant, il y a quand même plusieurs études qui ont regardé ça. Soit un petit peu d'études ont regardé les liens avec les 4 groupes alimentaires du guide alimentaire, puis quelques études ont quand même utilisé des scores de qualité globale de l'alimentation, ce qui est quand même très intéressant. Donc, finalement, maintenant qu'on a regardé comment on avait mesuré l'environnement alimentaire communautaire, puis comment mesurer l'alimentation, bien, est-ce qu'on observe vraiment des liens entre ces deux domaines-là? Donc, notre synthèse des connaissances nous a permis d'observer qu'il y avait des résultats mixtes. En effet, dans le fond, les recensons étudiés rapportaient que 25 à 65 des études primaires de leur corpus avaient observé au moins une association significative dans le sens attendu. Ça veut dire qu'il y avait aussi des études qui ne rapportaient pas de liens significatifs et qu'il y avait un petit nombre, dans le fond, d'études qui rapportaient des liens, mais dans un sens contraire à ce qui était attendu. Il y a plusieurs
dans le fond, là, ça répond. Malheureusement, ces constats-là mixtes ne répondent pas à la question est-ce que telle caractéristique de l'environnement alimentaire, par exemple la présence d'un fast-food, influence la qualité de l'alimentation de la population qui habite proche du fast-food? Les résultats, dans le fond, les auteurs n'ont pas voulu s'avancer pour déterminer s'il y avait vraiment des liens entre des caractéristiques spécifiques de l'alimentation, puis des paramètres, des caractéristiques spécifiques de l'environnement alimentaire, puis s'il y avait des liens avec des caractéristiques de l'alimentation. Puis il y en a plusieurs, que la grande majorité des auteurs ont indiqué que c'était peut-être à cause d'enjeux méthodologiques, dans le fond, des limites dans la méthode là, qui faisaient en sorte qu'on ne pouvait pas voir de lien tout le temps puis facilement, alors qu'eux pensent toujours qu'il y a un lien là, que ça existe, que l'environnement alimentaire communautaire influence bel et bien l'alimentation, mais que c'est vraiment la méthode qui nous empêche de voir ces liens-là. Je vais laisser Marc-Claude vous parler justement de ces enjeux méthodologiques. Dans le fond, les indicateurs pour mesurer l'environnement alimentaire, ils sont très nombreux. Il y avait un auteur qui en avait recensé, je pense, au-dessus de 170 différents types d'indicateurs. Donc ça, il n'y a pas de méthode normée. Alors, ça complique beaucoup les choses que tout le monde utilise son petit indicateur qui développe de sa façon pour essayer de montrer le lien. Donc, je vais parler de 5 enjeux méthodologiques qui sont plus importants ici. Bien, c'est des devis transversaux. Presque toutes les études sont des devis transversaux, donc ça signifie que l'environnement auquel on est exposé aujourd'hui, c'est peut-être pas celui-là qui influence tant notre alimentation, mais peut-être qu'il y a d'autres, tu sais, que c'est plus les trajectoires d'où on a habité dans notre vie qui fait qu'on a l'alimentation qu'on a aujourd'hui. Alors, ça, toute la limite des devis transversaux, là, elle est présente. Les bases de données de localisation des commerces sont une autre source de problèmes méthodologiques. Comme a dit Gabriel, ces bases de données-là sont surtout gouvernementales, parfois commerciales. Donc, ils ne représentent pas nécessairement tous les commerces alimentaires sur le territoire. On sait que les commerces alimentaires, peut-être moins les épiceries et supermarchés, mais définitivement tout ce qui est restauration, ça bouge très, très vite. Il y a beaucoup de mouvements, de commerces qui ferment, qui ouvrent. Et donc, ça rend les choses difficiles à bien évaluer. Puis, il y a aussi dans ces bases de commerce-là, on n'a pas toujours nécessairement le commerce qui fait le plus de sens pour notre contexte propre. Je suis désolée, il y a du bruit dans la cuisine. Mais donc, il n'y a pas nécessairement Alors, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent, quand on a regardé une cartographie pour les commerces alimentaires, bien, eux, cette région-là souhaitait ajouter les poissonneries. Il y avait une logique qui pensait que c'était important, mais la base de données du MAPAC, on ne contenait pas les poissonneries. Donc, c'est des choses qu'il a fallu ajouter en plus. La classification des commerces, c'est tout un autre problème, dans le sens que est-ce qu'un supermarché peut être considéré comme un endroit où l'offre alimentaire est toute de qualité? Bien, la réponse, on le sait, c'est non. Ça dépend du supermarché, ça dépend où il est localisé. Il y a des études qui montrent qu'il y a des supermarchés localisés dans différents secteurs selon la défavorisation. Bien, l'offre dans le supermarché puis le prix des aliments est variable. Donc, ça, c'est tout un problème de comment on classifie le supermarché. Les études viennent souvent des États-Unis aussi. Donc, comment eux définissent un dépanneur par rapport au dépanneur qu'on a ici, ça reste un problème. La validité des outils de collecte alimentaire, la majorité des collectes alimentaires étaient faites par des outils très courts. Donc, on posait 1 ou 2 questions sur la consommation de fruits et légumes. Ce n'est pas avec 1 ou 2 questions sur la consommation de fruits et légumes qu'on peut vraiment qualifier l'alimentation d'une personne dans son ensemble. Donc, ça posait beaucoup de questions par rapport à la mesure de l'alimentation. Puis finalement, comme je l'ai dit un peu au début, il n'y a pas de consensus sur les bons indicateurs à utiliser. Il y a une panoplie d'indicateurs, puis il va falloir développer beaucoup plus de connaissances pour réussir là, à avoir ce consensus-là. Tu peux changer, Gabriel? Dans le fond, malgré tout cela, Gabriel et moi, on a vraiment fait un travail plus détaillé, je dirais, pour vraiment essayer d'aller identifier des outils et des indicateurs qui étaient le plus prometteurs, qui démontraient le plus de liens. Donc, comme je l'ai dit pour l'alimentation, les outils détaillés de collecte de données alimentaires sont toujours préférables. Ils sont plus efficaces pour établir des associations que les outils brefs. Donc, c'est mieux d'avoir
un questionnaire de fréquence, plus de questions sur l'alimentation que moins, parce que les outils très courts, ils ont montré beaucoup moins de liens dans les études. Les indicateurs relatifs, donc des indicateurs, par exemple, sur la densité relative de certains types de commerces, par exemple, la densité des fast-foods sur les commerces au total, qui inclurait l'épicerie, les dépanneurs et les fast-foods, c'est un meilleur indicateur de l'environnement alimentaire que juste la quantité de fast-food. Donc, tout ce qui est, quand on arrive avec des indicateurs relatifs, on regarde, parce que ces indicateurs-là nous permettent de ne pas juste regarder le bon, pas juste regarder un côté de la médaille, mais le bon comparativement au mauvais ou comparativement au total, ça nous donne un meilleur aperçu. Puis les indicateurs de disponibilité versus ceux de distance, ils ont démontré plus de liens avec l'alimentation puis des tailles d'effet plus grandes. Donc, le fait d'avoir la disponibilité d'un commerce à l'intérieur d'une zone plutôt que la distance à un certain commerce, c'est un meilleur indicateur pour, en tout cas, qui a mieux performé pour montrer des liens avec l'alimentation. Prochaine diapo. Donc, si vous voulez, là, si vous voulez plus d'informations sur des orientations pour améliorer puis uniformiser la méthodologie qui est employée pour caractériser l'environnement alimentaire, je vous réfère à notre document parce que je n'ai pas le temps ici aujourd'hui, puis c'est quand même assez complexe et très précis, très méthodologique, là. Donc, il y a quand même certaines équipes, là, dont des épidémiologistes en Ontario qui se sont penchés sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer notre méthode employée. Puis, pour des gens qui sont intéressés par une caractérisation plus fine ou par l'utilisation de certains indicateurs, je vous réfère à notre document pour ça. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, en conclusion, les liens nos résultats montrent que les liens entre l'environnement alimentaire du consommateur et l'alimentation sont probablement plus complexes que ce qu'on a proposé dans notre cadre théorique, par exemple. Que l'accès géographique, c'est un des facteurs contextuels de l'environnement qui influence les choix alimentaires. Puis qu'il y a probablement une combinaison des effets avec tous les autres facteurs qui influencent ça. Prochaine diapo. Oups! Donc, c'est ça que je disais. Donc, l'accessibilité physique aux aliments, c'est un facteur d'influence, comme je l'ai dit au début. Puis, ce facteur-là, il est peut-être plus important pour des populations défavorisées, mais ça, on ne l'a pas vu dans nos écrits non plus. On l'a cherché, mais on ne l'a pas nécessairement trouvé. Alors, mais probablement que ça a des effets modestes, l'accès aux aliments, puis peut-être que c'est combiné à d'autres effets, à de multiples facteurs. Donc, il faut peut-être repenser notre cadre théorique simplifié, puis il faut certainement améliorer les méthodes pour mesurer les deux, l'environnement alimentaire et l'alimentation pour qu'on puisse éventuellement voir des effets. Mais on pourrait se poser la question, suite à tout ce qu'on vient de vous présenter, pourquoi on devrait continuer à intervenir sur l'environnement alimentaire? Parce que le but de notre présentation, ce n'est certainement pas de vous décourager et de poursuivre tout ce qui se fait sur l'accessibilité physique aux aliments dans les régions. Donc, il en demeure pas moins que l'environnement alimentaire, c'est un élément qui est lié à la saine alimentation, mais peut-être qu'il y a moins d'importance qu'on le pensait. Parce qu'il y a probablement un impact plus grand de l'environnement alimentaire pour les populations qui ont des ressources limitées. Puis parce que la connaissance n'en est qu'à ses débuts, d'une certaine façon, on jongle avec ces concepts-là quand même depuis plusieurs années, mais les connaissances, on dirait que l'intervention a peut-être avancé plus vite que les connaissances qui la sous-tendent. Donc là, il faut que la connaissance, la recherche arrive à rattraper l'intervention. Puis parce que les données anecdotiques, évidemment, soutiennent l'importance. Si on est dans une communauté rurale de la Côte-Nord qui n'a pas d'épicerie, bien, c'est évident que l'accès est faible et puis c'est évident que ces gens-là, cet accès faible-là influence leur alimentation. Donc, donc tout ça fait qu'on devrait continuer à travailler sur l'environnement alimentaire. Prochaine diapo. C'est tout. Je n'étais pas certaine si on avait une conclusion ou pas, mais c'était la conclusion. Peut-être que je pourrais dire qu'une meilleure compréhension de l'influence de l'environnement alimentaire, bien, ça va permettre de soutenir les acteurs dans la création d'environnements plus favorables, évidemment, à l'adoption d'une saine alimentation. Merci beaucoup.
Merci, Gabriel et Marie-Claude, pour cette excellente présentation. Alors, je vous invite maintenant à poser vos questions. Alors, je répète, deux façons de poser les questions. D'abord, vous pouvez écrire dans le chat. Sinon, levez la main. Et si lorsque vous levez la main, Abigail va vous donner le droit de parole. Donc, on avait déjà quelques mains levées. Je vais y aller à donner la parole à Kathleen Cloutier. Donc, Kathleen Ortega. Je m'excuse, j'ai accroché, je n'avais pas vraiment de questions, mais merci beaucoup, Marc-Claude et Gabriel. C'était une super présentation. On avait une question, une main levée de la part de Tulien Nguyen. Donc, je vais pouvoir y aller. Non, je n'ai pas de questions, excuse-moi. Sinon, on avait une question, une main levée aussi de Marc-Claude Gélino. Oui, salut les filles. À votre connaissance, dans les types de commerce qu'il y avait, est-ce que, par exemple, les pharmacies étaient inclus là-dedans? Puis, on sait aussi que ici, par exemple, les Dollarama sont des endroits où les gens vont s'approvisionner. Est-ce que, bien que les études étaient surtout aux États-Unis, est-ce qu'il y avait des indices qui nous permettaient de penser que ce type de commerce-là était inclus? Typiquement, ils ne sont pas inclus, non. On est vraiment non, ils ne sont pas inclus du tout. Puis même nous, dans la caractérisation que nous, on fait à l'Institut, on ne les inclut pas toujours. Parce qu'on a de la difficulté à avoir des bases de données qui... Tu sais, parce que certaines pharmacies ont des aliments, certaines autres n'en ont pas. Donc, ça ramène tout l'enjeu de dire, ben peut-être que ce qu'il faut, c'est un indicateur qui combine la présence, mais aussi l'offre alimentaire, l'offre à l'intérieur de ce commerce-là. Puis là, ça nous permettrait d'avoir une mesure plus fine, c'est-à-dire qu'on pourrait qualifier davantage nos supermarchés. On aurait des supermarchés qui seraient des super supermarchés, là, où on a vraiment une offre qui est intéressante, quoique, en tout cas. Puis, on aurait des supermarchés où vraiment il y a une plus grande offre d'aliments ultra transformés avec Alors, ça nous permettrait d'avoir cette distinction-là, mais pour le moment, on est encore dans des catégories rudimentaires. Oui, puis ça soutient aussi, il me semble qu'en quelque part dans le document, vous disiez aussi que des fois, aussi d'être sur le terrain, là, ça peut aider. Là. Je sais que dans le cadre d'une étude qu'on fait, que la santé publique de Montréal fait actuellement, oups, j'ai eu un petit lapsus, on est allé justement là, sur le terrain avec les organisateurs communautaires, entre autres, pour vraiment avoir des données plus sûres, mettons. Là. Effectivement. Merci. Ben, merci les filles. Oui, je vais prendre un petit droit de parole pour vous faire part des questions qu'il y a dans le chat. Donc, Marilyn Molaison, est-ce que le cadre conceptuel ne devrait pas inclure les préoccupations locales aussi, pas uniquement les orientations nationales? Dans le fond, je peux vous représenter le cadre conceptuel. Ça va être peut-être plus facile de vous en parler. Donnez-moi juste un petit instant, je vais repartager mon écran. Dans le fond, le cadre conceptuel, là, il inclut tous les niveaux d'intervention, si on peut dire. Là. Il y a vraiment l'environnement alimentaire communautaire, c'est vraiment comme les caractéristiques dans notre quartier. Est-ce qu'on a un fast-food ou on en a 10? Est-ce qu'on a la présence d'un supermarché ou totalement dans un désert alimentaire? Après ça c'est l'environnement alimentaire communautaire. Dans l'environnement alimentaire du consommateur, c'est ce que Marc-Claude parlait, c'est ce qu'on retrouve dans le commerce. Donc là, on a caché les informations qui étaient là parce qu'on voulait juste vous simplifier la vue du graphique, mais on peut regarder, mettons, le prix des aliments, la fraîcheur des aliments, la présence, est-ce qu'il y a des fruits et légumes au dépanneur ou il n'y en a pas, tu sais. Après ça, il y a l'environnement alimentaire organisationnel qui serait plus les milieux de vie comme le milieu de travail, le milieu scolaire,
Après ça, il y a les politiques gouvernementales. Fait que ça, oui, c'est comme un niveau un peu plus macro, mais c'est comme les politiques alimentaires, c'en est une. Comment l'industrie, le marketing de l'industrie, puis aussi l'environnement médiatique. Fait il y a tous les niveaux, dans le fond, il n'y a pas de... Peut-être que vous pourriez prendre la parole pour demander un peu plus les préoccupations locales, qu'est-ce que vous aviez en tête là, en utilisant ce terme-là, mais il n'y a pas de niveau, ça contient tout ce qui est selon Glantz, là, puis nous aussi, on pense ça, qui influence l'alimentation. Dans le fond, les politiques gouvernementales, ben, ça pourrait être des politiques municipales aussi, là. Ça pourrait être les politiques municipales qui sont en place, puis ça influence, par exemple, ça, c'est des politiques municipales, mais ça aussi, ça influence l'environnement. On l'a mis gouvernemental, mais ça peut être au niveau municipal aussi. C'est bon, merci. J'ai une autre question de Marianne Dion. Bonjour, qu'en est-il de l'hypothèse 2 pour le lien avec les populations plus défavorisées? C'est une bonne question, Marianne, mais on n'a pas, on pensait qu'on verrait davantage de liens pour les populations défavorisées. Il y avait relativement peu d'études qui portaient là-dessus, puis ils n'ont pas démontré plus de liens dans les populations défavorisées. Ça nous a un peu surpris, mais il ne faut pas oublier que on parle d'études qui ont été faites surtout aux États-Unis. Donc, la réalité de la défavorisation en milieu urbain aux États-Unis est différente on sait que, par exemple, qu'aux États-Unis, dans les milieux urbains, il y a beaucoup de déserts alimentaires. Au Canada, il n'y a pas tant, c'est pas tant les déserts alimentaires qui sembleraient influencer, c'est davantage peut-être les marais alimentaires, donc une proéminence de mauvais aliments. Donc, alors, on ne l'a pas vu, ce lien-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça veut juste dire qu'il faut faire plus d'études dans nos milieux pour mieux comprendre comment ça fonctionne chez nous. Oui, je me permettrais d'ajouter dans le fond qu'il y a seulement nous, on a fait comme une synthèse des recensions, mais dans les recensions, les autres, ils ont regardé plein d'études. C'est comme une grande arborescence. Puis il y avait juste une recension qui parlait des différences là, au niveau des revenus, des favorisations et compagnie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'études en bas qui le faisaient, mais c'est juste que ça a juste été rapporté dans une des recensions. Puis celle-là, elle a dit qu'il n'y avait pas vraiment de différence selon différents statuts socio-économiques, par exemple, ou démographiques. Là. Mais on est comme un peu limité aussi dans la méthode qui a été utilisée pour ramasser toute l'information. Bon, merci. Je vais prendre une dernière question dans le chat. Par la suite, Abigail va continuer à donner le droit de parole par rapport aux mains levées. Alors, dernière question pour vous, les filles, de Catherine Labelle. Pourriez-vous clarifier en quoi consiste l'indicateur de disponibilité? Nous donner un exemple. En quoi est-il différent de l'indicateur géographique? Bien, dans le fond, pour une zone donnée, disons une municipalité, l'indicateur de disponibilité, c'est qu'est-ce qu'il y a de disponible. Donc, combien de supermarchés, combien de dépanneurs, combien de... Tandis que l'indicateur, c'est un indicateur géographique, la disponibilité, parce que c'est ce qui est disponible sur un territoire donné. Mais ça, ici, on l'a mis en opposition avec un indicateur de proximité, d'accessibilité, donc de distance. L'indicateur de la distance est souvent calculé, presque toujours calculé à partir de la résidence. Donc, le fait de calculer, par exemple, à combien de kilomètres de chez nous est l'épicerie la plus proche, le supermarché le plus proche, ça, puis on fait ça pour toutes les personnes dans la zone donnée, mais ça, c'est un moins bon indicateur que globalement, combien il y a d'épiceries dans la ville dans laquelle j'habite. Je ne sais pas si c'est clair. Peut-être, Gabrielle, tu veux ajouter? Non, ça me paraissait assez clair. Super. Donc, dans ce cas-là, je donnerai la parole à Caroline Marié.
Oui, bonjour. Oh, j'étais contente d'entendre Marie-Claude. Allô, Marie-Claude. Alors, écoutez, nous, à Montréal, on a un programme qui soutient l'amélioration de l'accès aux fruits et légumes dans les quartiers défavorisés. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, beaucoup. On avait fait une journée annuelle de santé publique sur les environnements alimentaires en 2014, puis je me souviens tellement de la conclusion qui était justement qu'il y avait, c'était comme le bordel dans les méthodes, puis que c'est ça, fallait travailler encore sur cet enjeu-là. Par contre, moi, je m'étais encouragée avec une de vos publications que je recherche parce qu'il y avait vraiment une documentation en lien avec l'accès au marché qui semblait améliorer la consommation de fruits et légumes ou qui était prometteuse. Et là, je ne retrouve pas cette information-là dans votre document ou vos conclusions. Et moi, ça m'a vraiment refroidi pour promouvoir votre document. Je me dis, ben voyons, si j'envoie ça, puis qu'on ne sait pas plus quoi faire pour améliorer une saine alimentation, je pense que moi, ce n'est pas un outil utile. C'est sûr que je réalise qu'il faut mieux documenter. Mais pour l'action, j'étais vraiment refroidie. Puis j'aimerais ça connaître vos perspectives pour l'avenir. Je sais que vous nous avez demandé s'il y avait des actions en cours dans nos régions. Donc, moi, j'aimerais ça voir quelles sont les suites là, de vos travaux. Bien, dans le fond, le document dont tu parles, Caroline, c'est une recension des écrits qui a été faite par Éric Robitaille, Sarah Chaput et moi, qui regardait vraiment l'impact des interventions sur l'accessibilité géographique sur l'alimentation. Donc là, c'était l'arrivée d'un nouveau commerce, l'arrivée d'un marché public. Alors, nous, dans ce qu'on a fait comme recension, l'idée, c'était d'essayer d'aller voir, peut-être que l'arrivée d'un marché public a des effets sur ça, c'est ça ce que ça a montré, dans le fond, ce que tu as dit exactement, que les marchés publics, c'était ce qui avait le plus d'effet pour augmenter la consommation de fruits et légumes. Mais nous, dans cette recension-ci, ce qu'on a essayé de faire, c'est de regarder sur est-ce qu'il y a, pas l'arrivée d'un nouveau marché, mais de regarder les liens entre l'environnement alimentaire existant, pas l'effet d'une intervention, mais les liens entre l'environnement alimentaire existant et l'alimentation. Donc, puis c'est vrai que ça, c'est difficile à montrer avec les méthodologies qui sont utilisées en ce moment, malheureusement. Parce que ce lien-là entre l'environnement alimentaire existant et l'obésité, on le montre plus facilement que l'alimentation. Donc, est-ce que notre problème il est complètement méthodologique? Probablement pas, mais il est en partie méthodologique, ça c'est sûr. Mais je suis d'accord avec toi que l'autre rapport, qui est beaucoup plus tourné vers les interventions, est fondamentalement probablement plus intéressant. Puis oui, je suis d'accord avec toi que, mais pour la suite, ben là, nous, justement, suite à ce qu'on a, nous, on est en train de faire, puis suite au rapport qu'Éric Robitaille a fait sur les interventions en accessibilité géographique, ben, on s'est rendu compte qu'on manque de données au Québec pour faire ça. Puis c'est pour ça qu'on a un projet de recherche qui regarde les effets de l'implantation de coop alimentaires en Côte-Nord et à Saint-Luc-de-Matane pour justement documenter ces effets-là chez nous. Donc, documenter quels indicateurs on va utiliser, quels effets vont avoir ces coops-là. C'est quelque chose qui nous intéresse, nous, pour voir dans notre contexte à nous, en milieu rural, qu'est-ce qui est fait. Super. Donc, si ça répond à la question de Caroline, je passerai à une prochaine main. Caroline Vaillancourt. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bon, merci pour votre présentation. J'ai une question. Je me demandais si, dans le fond, c'était quoi un peu le point central pour caractériser l'environnement alimentaire? Est-ce que c'était surtout autour du domicile, autour des écoles, puis autour du lieu de travail? Parce que je me disais, si c'est comme tout considéré ensemble, ça aurait peut-être pu influencer sur le fait que les liens vont un peu, des fois, dans tous les sens, là, entre l'alimentation et l'environnement alimentaire. Dans le fond, la majorité, c'était vraiment le domicile. Puis, il y avait des fois, il y avait les écoles, mais de la grande majorité, c'était le domicile. Donc,
peut-être que ça l'a fait rajouter un peu d'imprécision dans les données quand c'est des écoles où les recensions, ils n'ont pas séparé par le lieu le lieu, je sais pas, le point principal d'étude. Mais nous, ça nous a permis d'avancer notre réflexion, surtout dans le projet que Marc-Claude a parlé, le projet de recherche efficace sur les comparatifs alimentaires. Mais puis dans notre recension, la revue des revues, dans le fond, on a pu voir qu'il y avait le concept des déplacements qu'on doit faire pour aller à des commerces. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai un commerce proche dans ma maison que je vais y aller. Ça ne veut pas dire que ce commerce-là répond à mes besoins puis que je vais y aller. Donc, peut-être que je vais préférer aller vraiment plus loin pour avoir un certain type de commerce. Donc là, ça l'ouvre toute la porte à regarder les aires de... J'ai comme un blanc. Les zones de dessert, là, Marc-Claude, aide-moi un petit peu. C'est ça, les zones de dessert réalisées par les consommateurs pour se nourrir puis rechercher des aliments. Donc, là, ça serait comme tout un nouveau champ. Là, Yann Kesten au Québec fait déjà ça, étudier à l'aide d'un GPS là, les citoyens, voir les déplacements qu'ils font là, pour notamment se nourrir. OK. Merci. Marie-Claude? Ah, excusez. Vas-y. J'avais juste une question dans le chat. Une personne demandait d'avoir le lien pour l'étude d'Éric que tu parlais là, sur les environnements. Je viens de la mettre. Je viens de la mettre, oui. Ah, OK, oui. Super, merci. Je donnerai peut-être ensuite la parole à Fabrice Maubetti. Fabrice, est-ce que vous êtes avec nous? Allô? Oui. OK. Oui, merci pour cette présentation très riche en contenu. J'avais un commentaire lié à la faiblesse des liens entre les environnements alimentaires et l'alimentation. Et j'ai vu qu'Abigail a abordé une partie. C'est vrai qu'il s'agit d'un problème, on va dire, méthodologique d'un côté. Et il y a le fait également que on n'arrive pas à bien capter également le mouvement des gens qui habitent dans une localité ou une communauté donnée. Par exemple, ce n'est pas parce qu'on a une épicerie juste à 1 minute de chez soi qu'on la fréquente forcément. Et lorsqu'on s'en tient à cette mesure très directe, on passe vraiment à côté de la plaque. Et donc, à ce niveau, il y a des préférences ou bien des questions d'accès. Ça peut être l'accès financier et tout ça. Et la question de préférence peut également, il ressort également dans certaines études comme certaines personnes préfèrent faire l'épicerie à la descente de leur lieu de travail. Donc, l'épicerie qui est à côté, juste à côté de leur lieu de travail, dès qu'ils descendent, ils font l'épicerie et ils rentrent une fois chez eux. Cela fait qu'ils ne fréquentent pratiquement pas l'épicerie qui est juste à 1 minute de chez eux. Donc, du point de vue méthodologique, il y a vraiment à réfléchir comment capter tout cela pour pouvoir établir des liens entre les environnements alimentaires et l'alimentation. Maintenant, ma question porte sur la synthèse que vous avez faite dans, je ne sais pas si c'est le premier tableau, et porter sur les outils ou bien méthodes qui sont fréquemment utilisés. Vous avez fait mention du système d'information géographique et puis ensuite de l'inventaire dans les magasins. Il y a un troisième que vous avez également énuméré. Mais les deux, est-ce que vous ne voyez pas que c'est pratiquement la même chose? Parce que je me dis, lorsqu'une équipe se déplace pour faire l'inventaire, c'est que dans une certaine façon, soit dans la planification, elle a fait usage de ses moyens, ses outils d'information pour localiser avant de se déplacer. C'est vrai que des fois...
Des fois, c'est vrai que c'est complémentaire, là, comme Marc-Claude Gélineau l'a dit pour la DSP de Montréal, on peut avoir des données géographiques qui viennent plus de commercial ou des données commerciales ou gouvernementales. Puis souvent, c'est que ces données-là peuvent, mettons, dater. Si on fait le projet aujourd'hui, il date de 2019, mais on sait qu'en alimentation, ça change vraiment vite, comme Marc-Claude l'a dit, l'arrivée de nouveaux restaurants, le départ, la fermeture d'épiceries et compagnie. Donc, de venir combiner ça avec une démarche terrain de valider la présence des commerces selon les données de la base de données, mais en ajouter ou en enlever aussi, ça c'est comme complémentaire. C'est pour ça qu'on les a un petit peu séparés parce qu'on peut faire l'un sans l'autre. Ça peut être carrément dans une communauté, ils vont identifier eux-mêmes sont où les commerces qu'ils connaissent et on n'utiliseront pas des bases de données. Et on peut juste utiliser des bases de données, mais savoir qu'il y a des limites et qu'ils ne sont pas parfaites. C'est pour ça qu'on les a séparés. OK. Merci. Merci. Je vais vous lire quelques questions dans le chat. Alors, une question de Céline Plante. Est-ce que vous avez vu des distinctions entre les milieux urbains et ruraux pour la force d'association entre environnement et alimentation? Il y avait vraiment très peu d'études qui étaient faites en milieu rural. Ils étaient presque toutes faites en milieu urbain. Donc, la réponse, c'est non. J'ai une autre question de Brigitte Camden. Dans le cadre d'une EIS, est-ce que vous avez la meilleure ressource à utiliser afin de convaincre les décideurs? Une carte qui contient tous les genres de commerce utilisés, l'indicateur relatif. Je suis un peu confus sur le meilleur outil qui soit simple à comprendre ou interpréter. Ça, c'est une question à 100 000 $, Brigitte. Mais souvent, ce qui est utilisé avec les décideurs ou dans des instances de concertation, c'est des indicateurs comme les déserts alimentaires ou les marais alimentaires. Donc, on va vraiment identifier des zones où il y a un faible accès. Un désert, c'est une zone où il y a un faible accès, mais aussi il ne faut pas juste qu'il y ait un faible accès, mais un faible accès dans un quartier qui est défavorisé, où il y a la défavorisation. Donc, c'est surtout ce genre, le problème, en tout cas, on n'a pas, là, ce que je te dis, c'est vraiment selon notre expertise, là, je dirais, mais c'est des mesures relatives, ça donne des 0,5 puis des 0,4, puis c'est pas très parlant. Quand on met sur une carte des zones où, un peu comme on a vu la distance pour aller au plus proche commerce avec des zones, ça parle déjà un peu plus. Comme je te dis, si on a un indicateur qui est encore une couche de plus, comme un indicateur de désert alimentaire ou de marais alimentaire, bien là, ça peut aussi ajouter, ça permet, dans le fond, il y a certaines régions qui ont utilisé ce genre de carte-là pour mobiliser des instances de concertation sur des problématiques pour décider. C'est un élément dans la décision. C'est pas c'est pas ça qui va faire qu'on va décider de X ou de Y, mais c'est une information qui s'ajoute à un paquet d'autres informations dans ce genre d'exercice-là, il me semble. Mais il n'y a pas de meilleur outil, c'est ça le problème. C'est l'outil qu'on pense qui est le plus parlant pour nous puis pour le décideur. Mais comme je dis, si c'est trop abstrait, des chiffres relatifs, des fois, c'est pas très... Ça peut ne pas être très, très clair. J'avais une main levée de Marc-Claude Gélineau, encore une fois. Je ne sais pas si c'était une nouvelle main, Marie-Claude? Non, oui, c'était une nouvelle main, je suis désolée. Mais on revient, toujours avec cette histoire de commerce de malbouffe ou malsain, là. Puis c'est toujours un petit enjeu parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ça, là. Saint-Hubert, est-ce que c'est malsain? Puis de plus en plus, là, même la malbouffe essaie de se trouver des créneaux végétariens. Là. Est-ce que vous voyez la lumière au bout du tunnel pour mieux définir cette malbouffe-là ou le fait que ce soit malsain?
ou si ça prend des voies de contournement, un peu comme les restaurants l'ont fait, ou comme il y a eu un règlement dernièrement là, à Côte-des-Neiges pour comme ils ne pouvaient pas définir le mot malbouffe, les restaurants de malbouffe, hein, ils ont pris des critères autres, là, comme le fait qu'il y ait un service à l'auto, par exemple, ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est ça? Donc, est-ce que vous entrevoyez qu'à court moyen terme, on arrive à mieux définir ça? Bien, tu sais, il y a des travaux de recherche qui se font là-dessus. Tu sais, Élise Jalbert-Orsono, quelques années, une de mes étudiantes, a développé un outil pour mesurer l'offre alimentaire à l'intérieur des supermarchés. Cet outil-là a été utilisé dans Hochelaga Maisonneuve pour caractériser l'offre alimentaire à l'intérieur de 17 supermarchés. Mais ça, c'est intense, là. Puis après ça, une de mes étudiantes qui va terminer maintenant, elle a combiné, dans le fond, cette offre-là à l'intérieur des supermarchés. Donc, la longueur d'étalage des fruits et légumes, la longueur d'étalage des aliments de haute densité énergétique, différents paramètres, la proéminence des aliments ultra-transformés. Elle a combiné ça avec l'accessibilité physique. Donc là, on a été en mesure justement de qualifier un peu plus l'accessibilité physique. Puis elle a montré, dans le fond, que cet indicateur-là qui combinait ça avec, on combinait de l'accessibilité, l'intérieur du commerce, l'offre alimentaire de l'intérieur du commerce, l'accessibilité physique, l'accès à un marché de fruits et légumes. Alors, différents éléments. L'insécurité alimentaire était là-dedans aussi, avait, dans le fond, un impact significatif, mais petit, encore une fois petit. Mais alors, il y a, ça va, c'est dommage de vous dire ça, c'est pas le fun, mais il faut développer davantage de connaissances là-dessus parce qu'on est vraiment au début de, puis on ne pourra pas marcher, faire un audit en marchant des 1000 supermarchés qu'il y a au Québec. Il va falloir trouver des moyens qui sont plus efficaces que ça. Puis genre, on ne les a pas encore trouvés, mais il faut y réfléchir. Mais c'est encore pire pour là. Ça, c'est juste le détail. Là, quand on rentre dans les restaurants, les fast-foods, là c'est une autre, c'est complètement une autre game. Puis là, je ne sais pas si pour ça, on va vraiment pouvoir s'en sortir parce que là, comment on qualifie l'offre, c'est beaucoup plus... c'est plus difficile parce que là, on n'a pas des nombres de pieds, de longueur, d'étalage de boissons sucrées. Là. On a un menu sur le mur. Donc, c'est ça. Je n'ai pas de bonne réponse, malheureusement. Ben non, mais c'est correct, mais je vais en profiter pour refaire mon annonce de tantôt. Je veux juste vous dire que c'est ça, il y a une étude en cours qui s'appelle Manger avec un budget serré avec Geneviève Mercil où on compare 4 quartiers montréalais entre eux, des quartiers qui ont beaucoup de commerces d'alimentation puis beaucoup de services au niveau des organismes communautaires avec des organismes qui ont exactement le penchant inverse, là, peu de services, peu de commerce. Et puis donc, on a fait une combinaison de 4 quartiers et puis on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau, entre autres, de l'insécurité alimentaire puis des habitudes d'approvisionnement des gens. Fait que ça devrait sortir à la fin de 2022. Restez à l'affût. Merci, les filles. J'ai une dernière question de Marianne Dion. Un grand merci pour la présentation. Je ne me souviens plus des échéanciers pour les travaux entourant les marins alimentaires. Ça, c'est la question qu'il ne fallait pas poser. C'est une très, très, très bonne question. C'est une question qui nous donne plus de fil à retordre qu'on le pensait. Donc, on voulait, dans le fond, développer, parce que Éric Robitaille, à l'Institut, a développé un indicateur de désert alimentaire et Éric et moi, on travaille depuis quelques années à essayer de développer un indicateur de marais alimentaire. Mais on n'a pas... On sait pas... Il y a plusieurs problèmes méthodologiques. Il n'y a pas beaucoup de littérature scientifique. On essaye de trouver quelqu'un qui va être intéressé à faire les travaux. Donc, ce n'est pas l'échéancier. Là. Moi, je sais pas un échéancier à court terme, malheureusement. C'est ça. C'est la seule réponse insatisfaisante que je dois encore donner. Bon. Les délais de la science. Une dernière question de Héloïse Bourdon. Alors, au regard de votre présentation, quelle utilisation des cartes des déserts alimentaires recommanderiez-vous? Dans notre région, les résultats étaient très marqués. Il est important de bien les utiliser. Je comprends qu'il y a une bonne nuance à
apporter dans leur interprétation. Donc, je ne sais pas si vous avez compris la question. Là. Quelle utilisation des cartes des aires alimentaires avec modèle? Dans le fond, ils sont utilisés, je pense, principalement pour les régions pour identifier des zones où on doit, d'identifier des zones qu'on doit examiner de plus près pour voir quelle est l'ampleur du problème, est-ce qu'il y a des solutions à mettre en place. Ils sont utilisés beaucoup par des tables, par exemple, de concertation pour identifier des problèmes et essayer de trouver des solutions. Mais comme je dis, ils sont pas à être utilisés comme l'unique source de données. On a besoin d'avoir du contexte, des gens qui connaissent bien le quartier, qui sont capables de contextualiser toutes ces données-là pour trouver vraiment des solutions qui sont pertinentes et appropriées. Là. Si je peux me permettre d'ajouter, dans le fond, la cartographie, ça peut être un moyen pour entraîner une discussion, dans le fond, de rassembler tout le monde autour de la cartographie des déserts alimentaires, par exemple, ou de la distance au commerce. Pour une certaine région plus petite définie, bien, ça peut être un moyen de mettre la discussion à l'agenda, de mettre l'accessibilité des aliments au cœur de la discussion, puis de mobiliser des gens entourant cette thématique-là. Ce n'est pas nécessairement, comme dit Marc-Claude, c'est une donnée qui permet d'avancer puis de passer à l'action, mais ce n'est pas la seule non plus. Puis de rassembler tout le monde autour d'une table pour discuter de ça, bien, la solution elle va pouvoir être trouvée parmi les personnes qui sont présentes puis qui connaissent bien le contexte, le milieu puis les besoins de la population. Parce que peut-être que juste l'autre chose, c'est que outre les déserts alimentaires, ça peut être intéressant de regarder le faible accès aussi. Parce qu'un faible accès dans une zone qui est plutôt favorisée, ben, c'est moins grave qu'un faible accès dans une zone qui est plus défavorisée. Mais des fois, les déserts, parce que c'est un désert du côté de la rue, puis de l'autre côté de la rue, ce n'est pas un désert. Donc, c'est sûr, puis ça, c'est toujours avec n'importe quel indicateur de l'environnement alimentaire, c'est comme ça. Là. Il faut faire des limites, il y a des délimitations dans les systèmes d'information géographique. Mais des fois, les zones de faible accès, là, ça nous donne un portrait peut-être plus global parce que ça l'enlève, la défavorisation, ça nous permet de dire, puis dans le fond, le faible accès, tout ce que c'est d'avoir à plus de 1 kilomètre de chez soi, de la résidence, un commerce alimentaire en milieu urbain, puis en milieu rural, c'est à plus de 16 kilomètres. Donc, c'est ça la mesure du faible accès tel que Éric Robitaille l'a défini. Mais c'est basé sur des études qui existent aussi, là. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées ou questions dans le chat? Je prendrais peut-être une dernière main levée de Geneviève Filto. Donc, Geneviève, on t'écoute. Oui. Donc, les données pour ces cartographies-là, est-ce que vous savez s'ils vont être mises à jour? Parce que nous, dans la région, on avait des données, mais déjà, lorsqu'on avait produit ces cartes-là, les informations contenues, les données étaient déjà, si on veut, relativement anciennes. D'ailleurs, c'est une très belle action de faire une table de concertation puis d'aller voir les gens là, sur place parce que les gens qui habitent le territoire vont effectivement nous dire davantage si, par exemple, certaines épiceries auraient fermé ou si des nouvelles épiceries seraient là. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il va y avoir une mise à jour de ces données-là? Oui, c'est prévu qu'il y ait une mise à jour dans la prochaine année des cartes. Oui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Merci pour ta question, Geneviève. On finit sur quelque chose de positif. Oui, les cartes vont être mises à jour avec les données les plus récentes du MAPAC. Mais comme tu le mentionnes, ces données-là, ce n'est pas des données de 2021. Là. Alors, à chaque fois qu'on met à jour les cartes, les données sont déjà vieilles, si on peut dire. On n'est pas en direct. Là. Donc, c'est pour ça que la validation sur le terrain, c'est toujours une bonne idée. Bien, merci beaucoup pour votre belle présentation, cette période de questions très bien animée.
Alors, j'avais juste une petite question. Ces données cartes mises à jour seront disponibles où sur le site de l'INSPQ, j'imagine? Oui, oui, Oui. oui. Là, je pourrais là, donner l'endroit exact. Là. Je ne suis pas certaine. Je ne sais pas si Eric est là encore, s'il pourrait nous donner l'endroit exact. Mais oui, ils vont être disponibles sur le site de l'Institut. Puis quand on va les avoir mises à jour, on pourrait certainement informer le réseau à ce moment-là. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous rappelle que la présentation est disponible sur le site de l'INSPQ. J'ai donné le lien là, tantôt dans le chat et que cette présentation webinaire va aussi être mise sur le même site, là, en fait, sur la même page que la présentation, là, le rapport, là, pour que vous puissiez le partager si vous le désirez et le regarder de nouveau. Alors, merci beaucoup.